Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une heure d'édition spéciale en direct et en français sur i24 News. En plateau avec moi ce soir, Myriam Azogui-Alvax. À vos côtés, David Antonelli. Et permettez-moi de saluer à Paris Myriam Palomba et Meyer Habib. Rejoignons tout de suite Mathias Inbar, journaliste i24 News, spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, comment expliquez-vous cette flambée des tensions de ces dernières heures, Mathias, pour nos téléspectateurs qui nous rejoindraient à l'instant? Eh bien, je vais vous surprendre, Raphaël. Contrairement à ce qui peut être dit ici et là, et à tous les aigris qui estiment que, c'est en raison d'un tir symbolique de la part du Hezbollah qu'Israël a frappé la Dahrieh et que donc l'Iran a envenimé la situation. Je réponds à tous ces aigris que non. Le Hezbollah prévoyait et a tout planifié, a tout prévu avec l'Iran d'envenimer la situation. Et lorsque le Hezbollah a envoyé des roquettes en direction de Kiryat Shmona, qui a déclenché l'ire d'Israël parce que Israël avait prévenu. Pourquoi le Hezbollah l'a fait? Parce que la veille ou l'avant-veille, Israël avait prouvé aux yeux du monde que les Iraniens avaient construit un tunnel et avec plein de galeries au château du Beaufort et qu'à l'intérieur, il y avait une somme colossale d'armes et de terroristes qui auraient pu être présents et que l'Iran, avec l'aide du Hezbollah, avait planifié de faire rentrer en Israël plus de 1000 forces d'élite Radouane, exactement comme le 7 octobre. Donc non, effectivement, cette flambée des violences n'est pas due à un tir symbolique de la part du Hezbollah, c'est une vraie planification terroriste de l'Iran et du Hezbollah qui a poussé Israël à augmenter le rythme des frappes et du côté de l'Iran, on savait qu'il allait avoir cet enchaînement-là. Mais la question que nos téléspectateurs se posent, Mathias, ce soir, et surtout dans le nord d'Israël, Israël sera-t-il libre de ses actions militaires contre le Hezbollah au Liban dans les prochaines heures, dans les prochains jours? C'est très intéressant que vous me posiez la question parce qu'au moment où on se parle, il y a d'intenses tractations au niveau des renseignements militaires, au niveau de l'appareil sécuritaire et de l'échelon politique et diplomatique israélien pour tenter de convaincre Donald Trump d'enfin de comprendre qu'il faut séparer les dossiers du Liban et de l'Iran. Et ce n'est pas pour rien que toute la journée, les Iraniens ont mis la pression sur Donald Trump parce que lorsque le président américain se réveille, il voit que les Iraniens disent c'est à cause de vous, Monsieur le Président, si Israël a frappé l'Iran, et donc nous voulons faire imploser les négociations. Et donc, ce dont Israël a peur, c'est que Donald Trump impose une réduction considérable des frappes israéliennes sur le Liban. Même si l'Iran impose un nouvel équilibre des forces, c'est-à-dire que si Israël frapperait même le sud Liban, eh bien, Iran répliquerait. C'est exactement ce que veut prouver de manière inverser Israël et de dire au président Trump non, nous agirons coûte que coûte. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces explications. Et prenons maintenant la direction de Washington. Nous attend notre correspondant Antoine Lard. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Antoine, la Maison-Blanche a-t-elle paniqué face à ces échanges de bons procédés entre l'Iran et Israël ? Oui, à l'évidence, il y avait une certaine inquiétude du côté de Donald Trump, le président américain, qui a d'ailleurs immédiatement cherché à faire retomber la température, à éteindre l'incendie. Hier, il a immédiatement appelé Benjamin Netanyahou pour lui ordonner de ne pas frapper l'Iran. Trump a d'ailleurs, avant son coup de fil, expliqué que c'était lui qui décidait et pas Benjamin Netanyahou. Lorsqu'il a raccroché hier soir, il était même convaincu que son message était passé, que Israël, pour le moment, allait retenir ses frappes contre Téhéran. Finalement, il n'en a rien été, ce qui, au passage, montre bien que l'autorité de Donald Trump a été contestée par Benjamin Netanyahou. Ça, c'est un coup dur pour Donald Trump, qui se présente comme un chef d'État respecté et craint même sur la scène internationale. Trump qui a rappelé aujourd'hui Benjamin Netanyahou. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit pendant cet échange, mais on imagine que le président américain n'a pas obtenu totalement ce qu'il voulait. Certes, Israël a décidé de suspendre ses frappes contre l'Iran, mais décide de continuer ses opérations au Liban.
Et ça ne plaît pas du tout à Donald Trump. Il sait que la situation au Liban peut faire, en tout cas c'est ce qu'il pense, que la situation au Liban peut faire déraper les discussions avec l'Iran. Et Donald Trump ne veut surtout pas que ces discussions dérapent. Trump veut un accord avec les Iraniens. Il veut le signer au plus vite pour se sortir le plus rapidement possible de ce conflit. Donald Trump n'a aucunement l'intention de reprendre les hostilités. On le savait déjà, mais on en a eu une preuve supplémentaire avec ces échanges de tirs des dernières 24 heures. Ce qui est assez frappant, c'est que Donald Trump a aussi renvoyé dos à dos iraniens et israéliens. Il a écrit un message, notamment ce matin sur son réseau social, pour dénoncer la stupidité et l'ignorance des deux belligérants qui se mettent en travers de la paix. Trump qui a aussi, ou les Américains plutôt, qui ont pris soin de faire fuiter l'information suivante, à savoir que les États-Unis n'avaient pas du tout été impliqués dans ces frappes, notamment qu'ils n'auraient pas aidé Israël à intercepter les missiles iraniens, façon pour Donald Trump de dire qu'il se tient à l'écart de ces échanges de tirs. Merci beaucoup Antoine Lard depuis Washington. Meir Habib à Paris, je commence avec vous. Tout à l'heure, on a entendu l'allocution de Benyamin Netanyahou qui a assuré qu'Israël ripostera avec force à toute nouvelle attaque iranienne. Je le confirme. Hier, Trump a demandé à Israël de ne pas réagir et Benjamin Netanyahou a réagi. Il faut comprendre quelque chose. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de déchiffrer Benjamin Netanyahou que Donald Trump, pour des raisons évidentes. Benjamin Netanyahou a un objectif. L'Iran ne sera jamais nucléaire, détruire les capacités balistiques, si on peut changer de régime. Avec ou sans Trump, Netanyahou fera ce qui est bon à faire pour l'État d'Israël. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des intérêts contradictoires. C'est semble-t-il ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Après, là, ça s'est arrêté avec l'Iran. On ne saurait plus continuer. Il y a beaucoup de cibles encore qui sont à atteindre dans un court, moyen ou long terme pour Israël. La guerre n'est pas finie. Il n'y a pas une urgence absolue. S'il y avait une urgence absolue, Israël aurait tapé encore aujourd'hui. Le Liban, c'est pareil. Le Liban, Israël a dit clairement, c'est pas fini au sud du Liban. Et si jamais il y a une bombe qui arrive à Beyrouth, à l'intérieur d'Israël, on tapera Beyrouth. Il faut comprendre que le tout, c'est de savoir naviguer pour à la fois respecter les États-Unis, qui est un allié. C'est vrai qu'il y a besoin des États-Unis, ne serait-ce que pour avoir un veto au Conseil de sécurité, ne serait-ce que pour avoir une alimentation au niveau des armes. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou veut, sous 10 ans, faire que l'État d'Israël arrive à avoir une autonomie au niveau des armes. Mais à la fois, il ne pouvait, et les gens pensaient qu'il n'allait pas répondre, et Trump a dit, il ne répondra pas, j'ai décidé, et Israël a répondu, et heureusement qu'il a répondu. Et vous savez que ce qui est invraisemblable, c'est que toute la gauche est en train de l'attaquer en disant, tiens, on est devenu le 50e État, et Medinat Rassout, on appelle ça en hébreu, on est devenu un État qui dépend totalement des États-Unis. Non, l'État d'Israël est un État libre et indépendant. Par contre, l'avis américain, contrairement à l'avis français, pas hélas, mais c'est factuel, vu l'hostilité de la France ces derniers mois et ces dernières années par rapport à Israël, ne compte pas. Par contre, les États-Unis comptent. Donc, Netanyahou est obligé de naviguer avec les deux. Cette guerre n'est pas finie. Merci. Tant que le Hezbollah a défaut, c'est très difficile de détruire. Je terminerai. C'est très difficile de détruire totalement, comme le Hamas va être détruit totalement. Le Hezbollah, c'est plus compliqué parce qu'il y en a partout dans la population, il y a des politiques, etc. Par contre, il doit être désarmé. Tant qu'Israël ne sera pas désarmé, le Hezbollah ne sera pas désarmé, Israël ne sortira pas du sud Liban. On a bien vu encore, comme vous l'avez parfaitement expliqué tout à l'heure, ce qui s'est passé au château du Beaufort, les tunnels qui étaient prêts. Leur objectif est de détruire l'État d'Israël. Merci. Ni plus, ni moins. Myriam Palomba, lorsque vous entendez ces phrases de Meir Habib à vos côtés, est-ce que vous considérez qu'après les frappes israéliennes en Iran, Benyamin Netanyahou a montré qu'il n'était le vassal de personne ? Ah ben là, oui, complètement, mais ça sent vraiment le roussi entre les États-Unis et Israël. J'en ai bien peur. Pour Donald Trump, j'ai l'impression qu'en fait, il donne le sentiment de vouloir s'échapper de ce bourbier. Il est arrivé en disant je vais tout casser, je vais tout refaire, je vais tout régler, et il s'avère qu'il ne règle rien du tout. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à se sortir de cette guerre comme il faut, et il a toute son opposition qui commence à devenir très hargneuse contre lui. Donc il essaye de sortir de ce bourbier, même si ça doit aller contre l'intérêt d'Israël. En plateau à Tel Aviv, David Antonelli, Benyamin Netanyahou a assuré que l'Iran et le Hezbollah étaient plus faibles que jamais, qu'Israël était plus fort que jamais, mais que la guerre n'était pas encore terminée. Pour vous, Israël aurait dû continuer ses frappes contre l'Iran ? Sûr, dans l'absolu, Raphaël, moi personnellement, mais je pense que je ne suis pas le seul, la majorité d'Israéliens, et je pense que même notre Premier ministre,
aurait voulu terminer le travail en Iran. Je pense que le plan d'Israël, il était clair. Il était justement sur plusieurs mois. Et le problème, c'est les États-Unis justement qui ont refusé d'aller jusqu'au bout. Parce que le plan d'Israël, il était clair, Raphaël. C'était de terminer le travail en Iran, de pouvoir complètement éradiquer ce programme nucléaire, le programme des missiles balistiques, et surtout de faire changer le régime. C'était un plan qui était sur la table. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas voulu. Trump a choisi une autre voie, la voie diplomatique, pour ses intérêts certainement, qui sont vraiment des intérêts américains. En étant également convaincu par la Turquie de ne pas armer les Kurdes contre le régime iranien. Exactement. Donc au final, Israël, c'est vrai que nous, on a été un petit peu pris en étau, là, sur la fin de ce conflit. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit gérer avec force des menaces qui ne sont pas complètement éradiquées, que ce soit en Iran et au Liban. Et en même temps, on a Trump qui est complètement viré. C'est-à-dire que là, on n'a plus finalement, d'une certaine manière, l'allié véritable à fond qui est avec nous, qui a déclenché cette guerre en Iran. Mais c'est pas un peu de la comédie tout ça? Parce que finalement, Israël tape. Oui, Israël tape, parce que justement, ça c'est un point positif. Moi, quand j'ai entendu justement Benjamin Netanyahu tout à l'heure, et le fait que Trump avait pourtant dit ne répondait pas aux attaques en Iran, on a quand même répondu, c'est-à-dire qu'on a montré que la sécurité d'Israël passe avant tout. Mais, Raphaël, moi, ce qui m'a quand même déçu sur l'administration Trump, c'est que là, on a l'impression d'avoir, comme on a eu un passage avec Biden il y a quelques années, ou avec Obama, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce sentiment d'avoir les Américains derrière nous. Là, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que Trump a choisi complètement une autre voie, et que dans les mois prochains ou les années à venir, je pense qu'Israël devra vraiment calculer comment faire face à une menace peut-être qui sera imminente, et sans peut-être le soutien des Américains. Il faut vraiment le prendre en compte aujourd'hui. On finit tout de même ce tour de table avec vous, Myriam, sur Benjamin Netanyahu. Parce que cette séquence, tout de même, elle en dit beaucoup sur le Premier ministre israélien et aussi sur sa perception au sein de la population israélienne. Vous faites partie de celles qui sont plutôt satisfaites de ce qui s'est passé dans cette séquence ou mécontentes? Ah non, je suis particulièrement mécontente. Je fais partie de nombreuses personnes qui sont en furie aujourd'hui en Israël parce que c'est un véritable... C'est un gâchis total. On a des morts en permanence, on a des jeunes soldats qui meurent, on a des dégâts terribles dans le nord. Nous, demain, dans le centre d'Israël, on retourne à notre routine, mais ceux dans le nord, ils continuent à vivre un cauchemar, à vivre sous les tirs du Hezbollah. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui devrait inquiéter vraiment beaucoup tout le monde. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit 1000 fois sur ce plateau, je suis sioniste et pour moi, la chose la plus importante, c'est de garder notre souveraineté et de décider. Et non, évidemment, là, on a perdu complètement notre capacité à décider et on l'avait perdu déjà le jour où Malgré les frappes à Téhéran, malgré les frappes à Beyrouth aussi, parce qu'il y a eu des frappes à Beyrouth. Les frappes à Beyrouth, elles étaient avant que Trump, et ce soir, Trump a encore dit... Non, l'administration américaine menace depuis des semaines Israël de ne pas frapper à Beyrouth. On a tout de même frappé à Beyrouth. On a tout de même frappé à Beyrouth. Ce soir, Trump a dit, il y a 2 heures, il y a quelque chose comme ça, il a dit, t'as intérêt à t'arrêter parce que sinon, tu vas te retrouver tout seul devant l'Iran. Quelque chose qu'il a déjà dit auparavant aussi. Non, pas de cette façon-là. Il n'a jamais dit ça de cette façon. Et moi, ce qui me dérange encore plus dans tout ça aussi, et là, je laisse la question Netanyahou à ce niveau-là, c'est que le monde ne se rend pas compte de ce qui est en train de se produire au-delà de nous, notre affaire à nous. C'est que là, l'Iran a réussi aux yeux et au vu de tout le monde à englober le Liban dans sa propre souveraineté, à conquérir de façon claire et nette le Liban et dire maintenant il se passe quelque chose au Liban, c'est moi qui défends le Liban. Et où est la souveraineté du Liban là-dedans ? Alors que le Premier ministre et le Président, les deux ont demandé à l'Iran dans un truc qui est complètement extraordinaire et qui ne s'est jamais produit, ils ont dit à l'Iran, s'il vous plaît, maintenant, laissez-nous tranquilles, sortez de notre pays et laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Et si on doit faire la paix avec Israël pour pouvoir vivre en paix et arrêter d'avoir une guerre qui nous massacre notre population, on va le faire. Et qu'est-ce qui se passe là ? L'Iran dit maintenant... Et là, tout le monde parle de ça comme si c'était normal et dit, voilà, Israël tire sur peu importe à quel endroit du sud, du nord, du Liban, eh bien c'est nous qui allons maintenant. C'est-à-dire que le Hezbollah, qui est un proxy qui a été créé par l'Iran pour conquérir le Liban et comme tous ces proxys pour s'implanter et implanter son hégémonie dans la région, maintenant, eh bien c'est l'Iran qui va venir au secours de ces proxys. Ça, c'est un danger non seulement pour Israël, c'est un danger pour le Liban, c'est un danger pour les Émirats arabes unis, pour tous les pays du Golfe, et ça met toute la région
dans un état de grande incertitude, de grande fragilité. Et là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de reconnaître que l'Iran a le droit de dicter ses mesures. Il l'a fait avec le détroit d'Ormuz, il le fait avec le Liban, il le fait avec le Hezbollah. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus inquiétante qui s'est produite aujourd'hui. Mais Rabib, vous pensez, vous trouvez que c'est l'Iran qui dicte le rythme de la guerre? Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Mais l'Iran, c'est une question. Il faut dire à madame qu'elle se réveille. Alors, je me vous suis dis, réveillée cette mais nuit. ça fait longtemps que ça fait longtemps que l'Iran, que le Liban, que la Syrie, que le Hamas, que les cellules terroristes en Judée, en Samarie, sont des proxys de l'Iran. Quand le Yémen, les Houthis, c'est des proxys de l'Iran. C'est l'obsession de Netanyahou depuis 30 ans, l'Iran. Mais quand il a dit, personne ne le croyait. Le Liban n'existe plus. Le Liban, les chrétiens libanais nous appellent en disant, n'arrêtez pas cette guerre, terminez-nous. Mais c'est très complexe, le Liban, parce que tout est imbriqué. Le Hezbollah est partout, c'est les chiites. Alors la Syrie, pour l'instant, on a un autre terroriste qui est à la tête, mais pour l'instant, ça s'est un peu calmé. Mais les proxys de l'Iran l'Iran a pris tous ses proxys. Bien évidemment, Israël fait ce qu'elle a fermé. Vous savez, ce qui aurait dû arriver normalement, si jamais le Hamas ne s'était pas précipité, il voulait attaquer en même temps, le même jour, le Liban, le Hamas et l'Iran, le Yémen, et là, ça aurait pu avoir un danger existentiel pour l'État d'Israël. Raphaël, vous avez écouté ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin Netanyahou? Il a dit, si on n'était pas intervenu, il y a un an, aujourd'hui, Israël n'aurait peut-être plus existé, aurait peut-être été détruit, qu'à Dieu ne plaise. Pourquoi? Parce qu'ils auraient eu l'arme nucléaire. Et vous croyez qu'ils ils se seraient posé des questions pour savoir s'ils s'en servent ou pas par rapport vous voyez la faiblesse du monde entier, l'esprit minicois qui traîne à travers le monde pour pas que l'essence ne monte de quelques centimes. On est prêt à sacrifier toutes nos valeurs, tout et n'importe quoi. On a la honte et on a la défaite. C'est ça qui est en train de se passer. On revient, c'est vrai qu'on comprend pas depuis le début, on a toujours Trump. Est-ce que c'est un jeu? Alors on sait qu'il va aller, Raphaël, on sait qu'il va se rendre la semaine prochaine au sommet du G7 en France, à Évian. Alors il veut peut-être arriver en disant c'est moi qui contrôle tout, etc., pour un peu, entre guillemets, fanfaronner devant ses collègues à travers le monde. Israël fera ce qu'elle a à faire avec ou non l'accord de Trump. Par contre, il faut savoir jouer. On ne peut pas dire non à tout. Il faut dire non quand il y a une menace existentielle. Israël tapera Beyrouth, y compris Beyrouth, s'il y a une bombe. Écoutez ce que je vous dis. Il y a une bombe je ne parle pas des soldats, mais c'est-à-dire au sud Liban. Si une bombe arrive à l'intérieur de l'Eretz Israël, c'est-à-dire dans les frontières, dans le nord d'Israël, Israël tapera Dakhia. Comme a dit Israël 4, din Dakhia, qui din Beyrouth. C'est-à-dire qu'ils touchent l'Eretz Israël et ils frapperont. Et Tzahal frappera directement à Beyrouth, avec ou sans l'accord de Trump. Myriam Palomba, peut-être aussi que Donald Trump, il a envie d'entamer une nouvelle séquence. Il y a ces négociations qui s'éternisent avec l'Iran, mais là, il rentre dans une séquence sportive. Ce soir, il assiste au match 3 des finales NBA au Madison Square Garden. Dans pas longtemps, il y a la Coupe du Monde qui commence en partie aux États-Unis. Il n'a plus envie tellement de s'embêter à gérer des conflits dans le monde pendant ces quelques semaines à venir. Totalement, mais pour moi, il est en train de clairement lâcher Israël. De toute façon, Israël ne fait pas la guerre à l'Iran en soi en tant que pays ou au Liban en soi en tant que pays. Il fait la guerre aux terroristes qui veulent sa mort. Donc, à partir du moment où Trump sépare l'Iran du Liban en disant ce sont deux choses différentes, sachant que ce qui pose problème au Liban, c'est le Hezbollah financé par l'Iran, clairement, il lâche Israël, puisqu'il ne reconnaît pas les risques, en tout cas le front sud du Liban comme hostile à Israël. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de vous dire. David Antonelli, Israël a rejeté les conditions de l'Iran et continuera d'agir au Liban contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah. Le Téhéran déclare Israël Katz, comme le disait Meir Habib. Peut-être que les Israéliens aussi ne se sont pas préparés à ce que cette guerre dure aussi longtemps et qu'il y aura parfois des moments d'accalmie et aussi des moments de regain de tension comme on a eu ces dernières heures. Ça va se calmer, mais qu'en fait, c'est juste un conflit sur le temps long avec des moments plus calmes et des moments plus intenses et les Israéliens ne sont pas préparés à ça. Non, parce que c'est vrai que les citoyens sont pris toujours pareil en étau.
par rapport à cette donne-là. Parce que le problème, c'est quand il y a des guerres, il y a des cessez-le-feu, les gens sont fatigués. Les gens sont prêts, la majorité des Israéliens, à ce qu'il y ait une guerre, même s'être réveillés dans la nuit, ils n'ont pas peur. Mais c'est vrai qu'ils demandent, bien entendu, qu'on aille au bout. Mais le problème, c'est pas Israël. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un allié qui a fait marche arrière. C'est ça la problématique. Parce que si les États-Unis étaient derrière nous et qu'ils auraient accepté le plan d'Israël sur l'Iran, par exemple, de dire ça va durer 1 an, on va éliminer, on va complètement éradiquer le programme nucléaire, le programme de missiles balistiques, et on va tout faire pour changer le régime. C'était le plan d'Israël. D'essayer d'aider les Iraniens, de les armer, de les former. C'était le Mossad, c'est ce qu'ils voulaient faire. Les États-Unis ont fait marche arrière. Ils ont d'autres intérêts aujourd'hui, Raphaël. Avec le détroit d'Ormuz, Trump, il pense justement à l'économie mondiale. Il pense à comment il est vu au niveau des Trumpistes aux États-Unis. Donc l'intérêt d'Israël, il est passé aujourd'hui sur le second plan. C'est ça le problème. Si on avait eu les Américains avec nous à fond, bien sûr qu'on aurait pu. Mais comme dit Meyer à Paris, aujourd'hui, on est obligé de temporiser. C'est vrai que c'est une menace existentielle, je suis d'accord avec lui. Jamais on laissera passer et on frappera où il faut, quand il faut. Mais le problème, c'est qu'on est quand même aujourd'hui toujours un peu point main lié. Parce qu'on n'est pas encore... C'est ce que veut faire justement Netanyahou. Mais on n'oublie pas un peu trop facilement les frappes israéliennes contre l'Iran l'année dernière, celle pendant la guerre qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Il y a quand même des coups durs qui ont été portés au régime iranien. J'ai l'impression qu'on a oublié tout ça. Non, il ne faut pas l'oublier parce que des coups extrêmement durs. Le régime iranien, aujourd'hui, Raphaël, il est considérablement affaibli. C'est des milliers de sites. C'est plus le même régime qu'il y avait il y a quelques mois. Mais bien évidemment, les infrastructures, au niveau de l'échelon politique et militaire, il y a je ne sais pas combien de responsables de haut niveau qui sont tombés. Les infrastructures de programmes balistiques, c'est des milliers de cibles. Mais Hezbollah aussi, je vous pose d'ailleurs la même question qu'à David. Mais même concernant les frappes israéliennes les plus récentes en Iran, on a l'impression que c'est des frappes cosmétiques, des frappes pour montrer qu'on a frappé. Alors qu'il y a eu des frappes qui ont été faites contre des infrastructures importantes en Iran. Absolument. Moi, je pense que ce qui fait que beaucoup d'Israéliens aujourd'hui sont en colère, c'est qu'on est très content que ces frappes aient eu lieu, parce qu'elles devaient avoir lieu. Le problème, c'est que la guerre, c'est pas Twitter, c'est pas Instagram. Ça se fait pas en 5 minutes. Une guerre, surtout pour arriver à renverser un régime aussi bien installé et aussi fort et aussi riche, ça se fait pas en quelques jours. Et une guerre pareille, on ne l'arrête pas de façon aussi précipitée. Et surtout, on pense aussi aux possibles problèmes qui peuvent revenir. Le détroit d'Ormuz, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été un conflit de pouvoir. À ce niveau-là, ça n'est pas nouveau. Et moi, je suis effarée que ça tombe comme une surprise. Je ne comprends pas tous ces stratégistes qui ont bossé sur cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert qu'il y avait le détroit d'Ormuz qui risquait d'être un problème et que l'Iran allait certainement utiliser ça pour faire ce qu'on appelle un chantage. Oui, un chantage. Et pour nous faire passer sous le bus comme ils sont en train de faire. Et j'ai envie de dire, c'est pas seulement les États-Unis. Parce que je pense que si on avait eu l'Europe aussi qui s'était tenue derrière nous, si on avait eu plus de monde, mais si on avait eu plus de monde qui s'était tenu et qui n'avait pas pensé simplement au litre d'essence à la station d'essence, mais simplement, ne serait-ce que oubliez-nous, parce que nous on est les parias et personne ne veut se battre pour nous, mais pensez simplement aux Iraniens, au peuple iranien qui vit. Mais c'est alors nous, si on se fait réveiller toutes les nuits et que c'est difficile de vivre dans une guerre et que c'est difficile pour l'économie et que nos enfants vont à la guerre et sont rappelés sans arrêt, etc., et que c'est très très dur, les Iraniens se font pendre. Les Iraniens se font tuer et on ne peut pas laisser un peuple se faire abandonner comme ça alors qu'ils ont supplié partout, toute l'opposition iranienne a supplié en diaspora et à l'intérieur de venir les aider. C'est un peuple qui a été mis dans l'obscurité pendant, je ne sais pas, 80 jours, plus de je ne sais pas combien de mois, ils ont été mis sans Internet, sans possibilité de parler à l'extérieur et on les abandonne eux aussi complètement. Alors l'Europe, le berceau des droits de l'homme et de la liberté, excusez-moi, mais si la liberté et les droits de l'homme sont réduits maintenant au litre de gasoil à la station Esso, c'est un petit peu triste. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel l'Europe va devoir vivre dans le futur, parce que baisser la tête devant des régimes totalitaires,
toute l'histoire, et encore une fois, oubliez Israël, oubliez les Juifs, mais toute l'histoire a prouvé qu'à partir du moment où on baissait la tête devant des régimes totalitaires comme celui de la monarchie en Iran, eh bien, on finissait par payer le prix. Et ces régimes totalitaires, ils sentent la peur. Il reste une minute, David Antonelli. Mais justement, moi je pense que l'avenir, il est où? Et d'ailleurs, Netanyahou l'a compris, et beaucoup d'autres. C'est être indépendant au niveau de l'industrie. Lorsqu'Israël arrivera, et c'est un programme qui va prendre peut-être plusieurs années, lorsqu'on sera indépendant, il n'y a personne qui pourra... qu'il aurait fallu le commencer. Oui, je suis d'accord. Mais quand on est 15 ans au pouvoir, ça fait longtemps. Merci beaucoup. S'en apercevoir, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup à tous les quatre. Arrêter Israël. Merci beaucoup. Il est l'heure de marquer une courte page de publicité. Restez avec nous sur i24 News. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dette, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout
tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Retour en plateau sur i24 News, toujours en compagnie de Meir Habib, Myriam Palomba, David Antonelli et Myriam Azoghi Alvax. Prenons maintenant la direction du nord d'Israël. Nous attend Shani Guidalia. Bonsoir Shani. Bonsoir Raphaël. Tous les regards sont tournés ce soir, Shani, vers Beyrouth. Vers Beyrouth et vers le Hezbollah qui poursuit ses attaques sur le nord d'Israël. Les sirènes ont retenti cet après-midi à 3 ou 4 reprises. L'armée israélienne a ensuite affirmé que les tirs visaient en réalité les forces de Tsahal qui opèrent au sud du Liban. Donc le Hezbollah qui poursuit ses tirs et en revanche l'armée qui a précisé que les tirs n'avaient pas franchi la frontière israélienne, mais en raison de la proximité, eh bien les sirènes ont dû être déclenchées dans ces localités frontalières. Le Hezbollah qui visiblement est prêt à tout, y compris à s'en prendre à des infrastructures sensibles dans le sud du Liban et à provoquer d'importants dégâts. Tout ça pour empêcher l'armée israélienne d'opérer et d'avancer. Pourtant et malgré ces menaces, eh bien Tsahal poursuit ses opérations aussi au Liban. Avichai Edri, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a publié un petit peu plus tôt un ordre d'évacuation à l'attention des habitants de certaines zones. C'est en général le cas avant de mener des frappes. Il y a eu aussi ces avertissements répétés de la part d'Israël Katz, le ministre de la Défense, qui a déclaré, qui a averti qu'en cas d'attaque sur les localités du Nord, eh bien Tsahal frappera la Darka, le fief du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est aussi la raison pour laquelle tous les regards sont tournés vers Beyrouth, puisque l'Iran a menacé Israël de riposter encore plus sévèrement si Tsahal frappe la Darka. Donc journée et situation assez tendue, ce qui explique aussi pourquoi les restrictions du commandement du front intérieur seront levées demain matin dans la plupart du pays, sauf ici dans les localités frontalières du nord d'Israël. Merci beaucoup Shani Guidalia, à la frontière entre Israël et le Liban. Myriam Palomba à Paris, on le voit, dans le centre du pays, les enfants reprendront l'école, dans le sud aussi. Mais dans le nord d'Israël, il y a toujours des restrictions liées à des raisons de sécurité et des menaces du Hezbollah. La question qui se pose ici, évidemment, c'est jusqu'à quand ? Ah oui, jusqu'à quand ? Et vous avez dans le nord d'Israël, c'est très compliqué. Et vous avez 1/5 de la population libanaise qui est délogée. Donc cette guerre, elle fait du mal aux deux peuples de façon énorme. Moi, je sais pas trop quoi vous dire, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu sans issue tout ça, que finalement. Israël est dans un espèce de bourbier entouré de pays qui ne voudront jamais d'elle et c'est très triste parce que finalement j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de véritable solution pour que ce pays soit en paix et que les populations des pays alentours le soient aussi. Myriam en plateau souhaite répondre. Oui, écoutez, comme le fondateur, l'initiateur du sionisme disait que ça ne serait pas un rêve si on le voulait, et je pense qu'il faut continuer et se rappeler, revenir au fondement justement de ce pourquoi on est ici, et que au contraire, vous avez raison Myriam de dire que justement les populations sont les premières et vivent une tragédie des deux côtés de la frontière, mais je pense justement que il se passe des choses ces derniers temps, qu'il y a de plus en plus de Libanais, comme je le disais déjà tout à l'heure, pour que le Premier ministre libanais et le président, tous les deux qui appartiennent à des différentes ethnies, comme on le sait, au Liban, pour que les deux disent la même chose, pour qu'il y ait de plus en plus de Libanais, que des chaînes de télé libanaises aussi parlent de ça, de pouvoir enfin discuter avec Israël. Et je n'oublie pas surtout les accords d'Abraham avec les pays du Golfe qui attendent justement. Je pense qu'à terme, il y a quelque chose à faire qui va se
Il faut rester optimiste parce que sinon on ne pourrait pas... il faut qu'on reste optimiste, je pense. Et je pense que justement, il y a quand même un revirement qui s'est fait au niveau des populations. Et moi, je pense, j'ai plus confiance dans les populations civiles que dans tous les politiciens. Mais Habib, on en oublierait presque que Israël et le Liban sont en train de négocier aux États-Unis et que Joseph Aoun déclare le Liban négocie avec Israël un accord pour mettre fin à l'état de guerre. Mais Israël négocie avec le Liban, mais il y a toujours cet éléphant dans la pièce qui s'appelle le Hezbollah en fait. Bah oui. Raphaël, les Libanais rêvent, parce que je leur parle, parce qu'ils m'appellent, les Libanais rêvent d'une chose, et même certains qui étaient totalement anti-israéliens. Aujourd'hui, ils rêvent d'une chose, c'est qu'Israël gagne Serguel et les débarrasse du Hezbollah. Mais c'est compliqué. Les Iraniens rêvent. Je ne sais pas si vous avez cette magnifique vidéo d'un très beau garçon iranien en anglais que je vous enverrai, que je vous invite à passer à la télé, que j'ai envoyé à Benjamin Netanyahu, qui l'a vu. Il m'a dit, c'est une vidéo incroyable où il explique comment la seule personne où qui ils ont confiance aujourd'hui au monde, c'est Benjamin Netanyahu. Parce qu'ils sont délaissés, comme l'a dit Myriam sur votre plateau tout à l'heure, à travers le monde entier, sont fous. Il y a eu 30 000 morts en 3 jours. Tout le monde s'en fout des Iraniens. Tout le monde s'en fout des Kurdes, tout le monde s'en fout de tout. Alors moi, je veux apporter une note un peu d'optimisme. Regardez, Jérusalem est réunifiée. Le Golan est entre les mains d'Eretz Israël. On est aujourd'hui, la Gaza qui était une poudrière absolue, la moitié a été repris aujourd'hui par, en tout cas, le contrôle sécuritaire est totalement sous Tsahal et la moitié de la terre est reprise. On va peut-être faire des accords de paix avec le Liban. Il y a des accords d'Abraham qui négocient. Tout ça, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et ça, il faut savoir manier la chèvre le chou avec Trump. C'est compliqué, mais je ne veux pas être totalement négatif et totalement pessimiste. Regardez le shekel. Alors, je dis, le shekel a un peu baissé. Le shekel est à 3,25 la semaine dernière. C'est une des monnaies les plus fortes au monde. On était à 6 il y a quelques temps parce que l'économie israélienne est ultra performante. La France a peut-être boycotté les industries de défense israéliennes et Eurosatori, mais Israël exporte 30 milliards de dollars et devient un des premiers exportateurs d'armes au monde, tout simplement parce que ces armes sont parmi les meilleures du monde et que le monde aujourd'hui comprend, et la France compris, à quel point c'est important d'être fort. Donc, moi je dis aujourd'hui, faisons confiance, et c'est pour ça que je crois qu'il y a une personne aujourd'hui qui a une expérience au-dessus de tous, c'est Benjamin Netanyahu. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'unité au sein du peuple d'Israël. Et ça m'inquiète énormément. Qu'il y a des gens aujourd'hui, parce qu'on est en période électorale, où tout est permis, on peut critiquer Netanyahou, évidemment, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas voter pour lui. Mais quand c'est l'obsession absolue, dans tout, quoi qu'il arrive, lui taper le Suisse, là on a dépassé toutes les bornes. Il y a des fois où je me dis, j'ai envie que ce peuple arrive un peu à l'essentiel. Israël est le certificat d'assurance vie du peuple juif. Pendant la Shoah, on a tué 6 millions de personnes et personne n'a levé le petit doigt. C'est ça la différence aujourd'hui. Ça n'arrivera plus grâce à Dieu, grâce à Eretz Israël. David Antonelli, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelque temps, Donald Trump avait écrit sur son réseau social qu'il avait parlé aux Israéliens et au Hezbollah. Vous vous souvenez de ça? Et on s'était insurgé du fait qu'il renvoie presque dos à dos Israël et le Hezbollah, comme il a renvoyé dos à dos Israël et l'Iran. Là, le Hezbollah affirme qu'il n'a eu aucun contact direct avec Donald Trump, en dépit de ses déclarations qui vont dans ce sens lorsqu'il a affirmé ça sur ses réseaux sociaux. Un haut responsable du mouvement libanais déclare à l'AFP « Nous avons parlé avec le Hezbollah pour la première fois... » Donald Trump avait dit qu'il avait parlé avec le Hezbollah pour la première fois, une information qui a été démentie par Mahmoud Komati, un haut responsable du Hezbollah. C'est-à-dire que même parfois, il ne faut pas tellement croire tout ce que dit Donald Trump. Non, ça, tout à fait. Parce qu'il est assez, on le voit, c'est quelqu'un qui est assez surprenant, qui peut passer, comme on dit, voilà, vraiment du coq à l'âne. Et je pense que, voilà, nous surtout, on doit être sûr de ce que nous voulons. Il faut être confiant dans notre gouvernement. Il faut connaître nos objectifs. Il faut y aller tous ensemble. Et après, ne pas tenir compte. Après, il faut se rendre compte aussi de la chance que nous avons. Il faut se rendre compte de notre histoire, Raphaël. On est un peuple qui est plurimillénaire. On a surtout Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous protège. C'est quand même au-dessus de Donald Trump et de tout ce qu'il peut penser, même s'il est un peu mégalomane. Il ne faut pas qu'il oublie aussi, parce que c'est quelqu'un de très croyant, il ne faut pas qu'il oublie qu'Israël, ce qui touche Israël, il rendra des comptes, et lui aussi. Quelqu'un pourtant qui est très croyant, il faut qu'il sache une chose, Donald Trump. Ceux qui font du mal à Israël, ils le payent un jour ou l'autre. Donc les États-Unis ont tout intérêt, à un moment donné, à savoir que s'ils se tiennent aux côtés d'Israël et qu'ils font véritablement les choses pour notre bien, ils recevront la bénédiction. S'ils nous emmènent dans une direction où on peut se retrouver pour leurs intérêts, justement, aujourd'hui, trumpistes, dans des situations qui seraient inconfortables, ils le paieront aussi.
Donc Trump, c'est quelqu'un d'intelligent, il doit savoir ça. Mais souvent, l'ego et l'orgueil, ça dépasse ce que je suis en train de dire là. Mais nous, on le sait ça, il faut qu'on avance avec ça. Myriam à Tel Aviv, je ne vais pas vous faire réagir à ce que vient de dire David Antonelli. Ouais. Je vais vous faire réagir parce qu'on ne vous a pas vu. Vous étiez hors champ au moment où Meir Habib parlait, mais je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel au moment où Meir Habib faisait les louanges de Benjamin Netanyahou et appelait à l'unité du peuple en Israël. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que là, en ce moment, la question n'est pas de Benjamin Netanyahou, la question c'est Israël, et que l'obsession, ça marche dans les deux sens aussi, et que moi, j'ai pas de... Mais l'opposition s'en donne à cœur joie pour taper violemment sur Benjamin Netanyahou. Quoi qu'il fasse. Si attaque l'opposition, votre invité sur le plateau. C'est son obsession. Votre invité sur le plateau. C'est pas mon obsession. Elle ne pense qu'à ça. Non, c'est pas mon obsession. Si, madame, c'est votre obsession. Mais décidément, non seulement vous me mettez des propos dans ma bouche et vous parlez à ma place. C'est extraordinaire. Écoutez, je vous écoute. La prochaine fois, venez à ma place. Je vous écoute comme tous les auditeurs. Ça va aller plus vite quand même. Allez-y, madame. Alors, je vous écoute sur le plateau. Parce qu'on a l'impression que quoi que fasse Benjamin Netanyahou, s'il avait frappé Téhéran, on aurait dit ah ben voilà, Netanyahou il a frappé Téhéran, mais c'est pas assez, c'est une petite frappe. S'il n'avait pas frappé, on aurait dit ah il n'a pas frappé Téhéran, alors il est soumis à Donald Trump. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, eh ben il est dans une situation où on le critique. Mais pour l'instant, vous avez employé le mot si. S'il l'avait, mais il l'a pas fait. Donc on ne sait pas ce qui aurait été. Il y a eu des frappes en Iran. Mais quand il y a eu les frappes, je vous rappelle que toute l'opposition. Il n'y a rien eu en Iran. Quand il y a eu les frappes, toute l'opposition était derrière le gouvernement. Vous vous rappelez de ça quand même. Toute l'opposition a maintenu son soutien au gouvernement et les citoyens également. Moi, ce que je dis maintenant, c'est juste, ça fait 15 ans. Merci beaucoup. Bien, venez, on change de discussion. On est dans une démocratie. Vous avez le droit, ne votez pas pour lui. Mais si jamais, si dans une démocratie il est élu, si jamais il est battu, il n'y a pas de problème. Et quand on a été au pouvoir pendant 15 ans, il faut se rappeler, je suis d'accord. On a tout menotté. On a le droit d'être critiqué. Sinon, j'ai un autre job. Moi, je vous rappelle quand même quelque chose. Oui. Quand il y a eu un changement de gouvernement, ça n'a pas duré très longtemps. L'alliance Lapid, Bennett, tout ça. Il faut savoir que c'est ce qu'il a fait, Lapid, la première chose qu'il a fait. La première chose par rapport aux États-Unis. Non, mais en tant que ministre des Affaires étrangères. Il a dit, moi, s'il y a quoi que ce soit, même un cas de menace existentielle majeure pour l'État d'Israël, il a dit, moi, je préviens les États-Unis. Sachez que tout, en États-Unis, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? La première fois qu'il arrive un peu aux responsabilités, ce qu'on n'a jamais fait, lui, il a dit. Et on en avait parlé sur ce plateau. On en avait parlé sur ce plateau. Allez, stop. On avance. On n'est pas dans l'épisode numéro 95 de Ça se débat. Vous le voyez, il n'y a pas le décor, il n'y a pas le gong, il n'y a pas la minute, vous êtes côte à côte et pas face à face. Mais on va tout de même faire un petit tour de l'info pour terminer cette émission. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Myriam Palomba à Paris, je commence avec votre information. Le président sortant de gauche de la Colombie, Gustavo Petro, a publié dimanche un message Heil Hitler. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. En réponse à une tribune libre soutenant le candidat de droite au second tour de l'élection présidentielle ce mois-ci. Comment expliquez-vous une telle déclaration sur les réseaux sociaux, Myriam Palomba? C'est hallucinant. Non, c'est sûr que c'est choquant, mais après Gustavo Petro est un communiste et alors, il fait quand même du bien pour son pays parce qu'il a quand même réduit pas mal la pauvreté dans son pays. Mais je crois qu'il a, au lieu de s'occuper de ce qui se passe en Israël et sur cette partie de la planète, il devrait regarder son pays, les narcotrafiquants, les guérillas, et que à un moment il faut savoir se taire et surtout ne pas reprendre une dialectique choquante et outrageante pour le peuple d'Israël. David Antonelli, votre information, c'est un article de nos confrères de Marianne, j'imagine que vous avez suivi ça, à Saint-Denis, devant des milliers de militants chauffés à blanc. Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle ce dimanche 7 juin dans une ambiance de grand soir entre défense de la Nouvelle-France, attaque contre le RN et démonstration de force populaire. Le leader insoumis espère cette fois-ci transformer l'essai. Et ça, ce n'est pas Marianne, mais c'est de moi. Évidemment, la question palestinienne a été au cœur de son allocution et qui sera sûrement au cœur de la campagne. On voit d'ailleurs les drapeaux à l'écran. David Antonelli, une réaction. Jean-Luc Mélenchon, il commence bien sa campagne selon vous? Tout est là. Mélenchon, Saint-Denis, tous les ingrédients sont là. Donc Jean-Luc Mélenchon sait pertinemment qu'il est dans l'endroit en France, dans la région, dans la banlieue où il faut, qui incarne
Voilà, ces banlieues à forte population immigrée, islamisée, avec la haine d'Israël, avec la haine de l'Occident. Il le sait très bien, c'est son carburant électoral. Et c'est grave aujourd'hui. Moi, franchement, la France, ça fait pitié. Un pays comme la France, un grand pays comme ça en Europe, d'avoir des partis politiques aujourd'hui comme ça, qui sont véritablement dangereux pour la France, pour la démocratie, pour l'Europe, parce qu'ils surfent sur des populations comme ça qui sont arrivées en France, qui ont importé une haine, un antisémitisme, et lui, c'est son carburant. Donc, c'est-à-dire qu'il va, comme beaucoup de dirigeants en Europe, plus il va avoir une population qui va être hostile à Israël, hostile aux Juifs, plus voilà, ces gens-là, ils ont besoin de ça pour se faire élire. Et il n'y a personne qui leur mette les bâtons dans les roues. Moi, ce que je regrette pour la France, c'est qu'il n'y a aucun moyen juridiquement, au niveau de la justice, de faire interdire même des partis comme ça. Il faut les faire interdire, des partis comme ça. C'est une menace. Vous imaginez, Raphaël, si un parti comme ça, il arrive aux responsabilités? Qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, par rapport à Israël, c'est un pays, je pense honnêtement, demain, j'imagine un scénario où Mélenchon est président de la République, avec un gouvernement avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment... La France devient un pays ennemi d'Israël. C'est simple, c'est clair, net et c'est précis. La France peut se retrouver en guerre avec Israël demain. C'est très grave. Ça va même plus loin. Mais non, mais c'est la réalité. C'est très dangereux. David, ça va même plus loin. Si Mélenchon arrive au pouvoir, c'est carrément la France qui disparaît. Hein. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Mais ça voudrait dire, si quelqu'un arrive aux responsabilités comme urgence, c'est que la France, bien entendu, a disparu. Mais malheureusement, elle tient sur un fil. Non, mais un mot là-dessus. Raphaël, je regardais les images de Saint-Denis et je regardais les drapeaux. Il y avait des drapeaux français, et il y avait des drapeaux rouges, et il y avait des drapeaux palestiniens. Est-ce que vous avez vu un drapeau iranien? Est-ce que vous avez vu un drapeau du Yémen? Est-ce que vous avez un drapeau ougour? Est-ce que vous avez vu un drapeau yézidi? Est-ce que vous avez vu un drapeau soudanais? Alors que si j'additionne tous les conflits dont je vous parle, c'est des millions de morts, des millions de morts par rapport, hélas, aux quelques centaines ou milliers de morts. Voilà, c'est la triste réalité. Ils sont obsédés par l'État juif. Merci. Myriam, à Tel Aviv, un ministre turc promet rien que ça, libérer Jérusalem et de la ramener sous la domination turque. Le ministre turc de l'Intérieur a déclaré dans la journée de samedi que son pays libérerait un jour Jérusalem, s'engageant à rétablir la domination turque sur cette ville sur laquelle l'Empire ottoman a régné durant plusieurs siècles. Ces propos ont suscité une vive réaction de la part d'Israël. Le ministère des Affaires étrangères a pour sa part rétorqué que l'Empire ottoman n'existe plus et que Jérusalem restera la capitale éternelle d'Israël. On le voit clairement, et la volonté du gouvernement Erdogan, c'est de rétablir l'Empire ottoman. Et dans l'Empire ottoman, il y avait Jérusalem. Ils souhaitent récupérer Jérusalem. Mais oui, mais ça, de toute façon, depuis qu'il a été élu, depuis qu'il est au pouvoir en Turquie, le problème n'est pas seulement Israël, c'est qu'il a un fantasme de retourner à un empire ottoman. Il a toujours été clair depuis le début. Je pense que qu'on devrait déjà commencer à s'inquiéter et à se préparer, avoir déjà une vision stratégique, parce que ça c'est notre prochaine station. Après qu'on ait enfin terminé avec l'Iran, parce que moi je garde espoir quand même qu'on arrive à renverser ce gouvernement et toute cette mafia des ayatollahs. Vous prenez au sérieux cette menace? Ah mais c'est clair, mais c'est pas nouveau. Ça, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça maintenant, mais ça Parce fait. qu'il parle de Jérusalem années. tout de même. Oui, mais ça fait des années qu'il parle de remettre son empire ottoman. La façon dont il se comporte aussi avec les autres pays musulmans et les pays arabo-musulmans, c'est très très clair. L'Égypte a très très peur. L'Égypte et les pays du Golfe ont autant peur, alors peut-être moins parce qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire, mais ils ont autant peur de l'hégémonie iranienne des mollahs que de l'hégémonie des Turcs. Et c'est un danger pour les Turcs les premiers, puisque les Turcs, c'est quand même aussi une grande civilisation et un peuple qui est beaucoup plus éduqué, mais qui a une grande partie aussi qui a été islamisée et fanatisée. C'est un danger pour l'Europe, encore une fois, et eux, ils dorment au gaz, je ne sais pas ce qu'ils font en Europe, et évidemment, pour nous, évidemment. Je ne pense pas que... Nous, il faudrait vraiment qu'on se prépare à ça. Meir Habib à Paris, votre information. Plusieurs organisations anti-israéliennes ont appelé à manifester devant le lieu du concert parisien de Hanan Ben-Ari qui se déroule en ce moment sous haute sécurité à Paris. L'organisation Artists for Palestine a appelé ses sympathisants à manifester devant le concert de Hanan Ben-Ari à Paris. Une réaction, Meir?
Aucun étonnement. Et tout ce qui touche aux Juifs, tout ce qui touche à Israël est vomi et honni. Y compris, entre parenthèses, j'ai oublié le nom de ce réalisateur cinéaste qui a été viré d'un jury, alors que Nadav Lapid, merci madame. Alors qu'il est de gauche, d'extrême gauche. S'il y a des gens qui croient que parce qu'on va être pro-palestinien, anti-Netanyahou, comme Arthur qui a vomi Netanyahou tout récemment, pardon. Il y a aujourd'hui, hélas, aujourd'hui, c'est la haine du juif qu'on va masquer par la haine de Netanyahou, la haine de Ben Gvir, la haine de... etc. La haine de... En réalité, c'est la haine du juif. Et si jamais des gens pensent « Ah tiens, on va aller dans leur sens, on va haïr Netanyahou, on va cracher sur lui », rien, y compris les gens qui sont les plus pacifistes. Vous croyez que les gens du 7 octobre ont fait la nuance lorsqu'ils ont tué des gens qui amenaient les Palestiniens toutes les semaines, des enfants palestiniens se faire soigner dans les hôpitaux? C'est des barbares. C'est des sauvages. Ils veulent pas un État à côté, mais à la place d'Israël. Ils veulent détruire Israël. Alors là, je parle des Palestiniens. Mais en France, aujourd'hui, on arrive à éduquer une partie de la population française qui s'allie avec une partie de la population immigrée avec le seul objectif, la haine du juif et la haine d'Israël. On n'est que 80 ans après la Shoah. C'est la triste réalité. La différence, encore une fois, c'est que l'État d'Israël est un État fort, puissant, démocratique, et qui gagnera, avec l'aide de Dieu, cette guerre. Ça, c'est ma conviction absolue, ne désespérons pas. La morale est avec nous et Dieu est avec nous. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce tour de l'info. Et pour conclure cette émission, prenons la direction de Tel Aviv, rejoindre Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Bonsoir Raphaël. Déborah, les Israéliens autour de vous avec qui vous avez parlé se préparent-ils à une nouvelle nuit agitée ou sont-ils plutôt rassurés par les derniers développements ? Alors, pour le moment, en tout cas, il semble que les choses soient relativement calmes. Vous voyez peut-être derrière moi, on est au Kikar Habima, en plein centre de Tel Aviv. La situation est plutôt très calme. On avait presque eu le sentiment que finalement, il y a eu un retour à la routine, mais que la routine n'a jamais vraiment disparu. On va quand même préciser qu'il y a eu évidemment des alertes ce matin, mais tout de même, globalement, on a le sentiment que ce retour à la guerre qui a été assez rapide, assez furtif, eh bien, la situation s'est très rapidement résorbée, à part évidemment le système éducatif qui, on le sait, a été fermé, les jardins d'enfants et les écoles aujourd'hui dans tout le pays. Mais en tout cas, à en croire les services de sécurité, il semblerait que le retour à la normale soit bien confirmé pour demain 6h du matin, puisque les consignes ont bien été transmises ce soir par le commandement du front intérieur. Le système éducatif rouvrira sans restriction dans tout le pays, sauf dans le nord, dans les zones les plus proches de la frontière avec le Liban, parce que là, évidemment, il y a toujours la menace des tirs de roquettes et des drones du Hezbollah, et donc il y a toujours des restrictions. C'est une routine partielle pour les habitants du nord. Il y a toujours la possibilité, le système éducatif est ouvert et les lieux de travail également, mais à condition qu'il y ait bien un abri à proximité. Pour le reste du pays, eh bien, c'est un retour à la normale, un retour à la routine, mais on le sait, il faut toujours rester extrêmement prudent. On sait que tout peut basculer d'un jour à l'autre, on l'a bien constaté ici. Et donc, pour le moment, en tout cas, la situation est relativement calme. On peut s'attendre donc, a priori, à ne pas avoir de réveil en fanfare demain matin. Mais comme je le disais, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Déborah Benayoun, pour toutes ces précisions. On ne sait jamais ? Bah non, on ne sait jamais. C'est ça qui tue, en fait. Je pense que c'est ça qui épuise les Israéliens. C'est cette incertitude permanente dans laquelle on vit depuis si longtemps maintenant. On est à combien de centaines de jours de guerre depuis le 7 octobre et on ne sait toujours pas, on n'est pas capable de faire un plan au lendemain. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine c'est le mois de la fierté gay, mais cette semaine, il y a la Gay Pride à Tel Aviv ce vendredi, que l'année dernière déjà, elle avait été annulée puisqu'il y avait déjà une guerre avec l'Iran, l'autre guerre avec l'Iran. Et vous faites venir un groupe du Canada ? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est le ministère des Affaires étrangères israélien qui a amené beaucoup de... Il y a énormément, et il faut savoir aussi que l'industrie du tourisme, qui est une industrie très très importante en Israël, est dans un état dramatique
dramatique. Et cette semaine-là, justement, c'est une semaine importante pour l'industrie du tourisme. Il y a des délégations qui viennent du monde entier, pas seulement des délégations qui sont invitées par le ministère des Affaires étrangères israélien, mais aussi des gens qui viennent par eux-mêmes et qui veulent venir pour ce moment-là et qui est très, très important. Donc on a ici en ce moment en Israël des tonnes et des tonnes de gens, mais j'ai envie de vous dire, pour les mollahs, c'est vraiment tuer... faire d'une pierre deux coups, parce qu'entre les juifs et les homosexuels, pour eux, ça serait magnifique qu'ils nous gâchent encore la fête, finalement. Mais ça serait vraiment dommage, encore une fois, et le fait d'être dans cette incertitude, de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de ne pas savoir si on peut encore vivre et défendre ce qu'on est, ça c'est très très dur. En tout cas, les enfants du centre du pays pourront retourner à la crèche. Aujourd'hui, ma fille a dû rester à la maison. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident pour eux et pour nous. Ouais. Myriam, Raphaël, merci. Oui. Ça ne dure pas depuis le 7 octobre. On est en guerre depuis le premier jour de la création de l'État d'Israël. Israël est en guerre. Il n'y a pas eu un jour de répit depuis le jour où la déclaration d'Israël a été déclarée. Il reste 30 secondes. Nos ennemis ont décidé de nous détruire. Donc c'est le lot du peuple juif. Mais non, mais il faut rester positif. Envers et contre tout, on devient une des puissances mondiales. Merci beaucoup Meir, merci beaucoup Myriam, merci David. On se retrouve demain pour l'épisode 96 de Ça se débat avec un casting exceptionnel, tout comme celui de ce soir. Voilà. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous sur i24 News.